Merci de nous avoir invités ici. C'est un grand honneur de pouvoir parler de ça ici, de partager certaines de mes expériences ici. Moi, je fais des tests d'exercice de 2 jours et ça fait 10 ans que j'en fais de ces affaires-là. Et voici certains des résultats de ces tests d'exercice-là. Les acétates sont beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, même que pour un acétate, mais je les fais quand même. Alors, je voulais vous les remettre en main pour pouvoir étudier. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que tout le monde entend bien? Voilà. Alors, le problème de cette maladie, c'est un diagnostic qui est basé sur des symptômes avec ce que on n'a pas cette maladie-là est mal définie. Alors, pour obtenir un diagnostic, ça peut prendre des années parfois. Plusieurs visites auprès de plusieurs spécialistes, avec des spécialistes qui n'ont pas, avec des patients qui n'ont pas cette énergie-là. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui connaissent cette maladie, puis c'est particulièrement frustrant lorsque vous êtes un patient n'ayant pas de capital énergétique à dépenser pour aller rencontrer quelqu'un qui ne connaît rien de cette maladie. Si on parle d'invalidité de longue durée, alors notre défi ici est très important, c'est d'arriver à présenter de manière objective qu'il y a un problème physiologique, métabolique pour cette maladie. Alors, comme on n'a rien pour identifier de manière certaine, et puis c'est difficile d'évaluer le degré, le niveau de handicap que ça crée. Alors, avant de vous parler de l'item ici numéro 3 pour démontrer objectivement qu'il se passe vraiment quelque chose, puis d'essayer de le quantifier, j'ai pensé qu'après qu'on se parle, après ma conférence de cet après-midi, que j'aimerais reparler de cette dimension de comment on produit l'énergie, puis de partager cette information-là avec vous pour qu'on puisse fonctionner à partir de la même information. C'est une maladie qui est complètement tout à voir avec l'énergie puis la manière qu'on produit l'énergie. Alors, nous, d'abord, on peut produire l'énergie de manière anaérobique. Alors, les cellules sont prêtes et tout est prêt et vous allez pouvoir sortir de vos chaises et courir dans le corridor si jamais il y avait une urgence ou une autre raison de faire ça. Alors, ce Tim Thibault qui est en train de sauver 2 chiots dans un incendie, c'est sûr que c'est une annonce, c'est pas vraiment arrivé, mais ce système énergétique qui permet d'aller puiser de l'énergie pendant 15 à 18 secondes. Puis après ça, ça arrête. Alors vous continuez, vous n'arrêtez pas tout à fait, mais vous avez d'autres systèmes énergétiques qui remplacent celui-ci. Parce que lui, il dure pas longtemps. Cette énergie-là est remplacée, mais il y a un moment de récupération qui est absolument nécessaire. Alors voici, vous avez d'autres sortes de systèmes anaérobiques qui permettent d'appuyer le premier système énergétique. C'est une autre façon de produire de l'énergie, puis c'est assez bon, ça, dans la production d'énergie. Ça prend de 15 à 25 secondes. Alors, il y a l'acide lactique. Alors, il y a un troisième système énergétique qui nous permet de fonctionner, puis c'est l'énergie aérobique. Il y a d'autres noms pour ces systèmes-là. Est-ce que c'est ce que
le système énergétique qui vous fait fonctionner en ce moment, assise ici. Alors, lorsqu'il s'agit d'être actif à un moment donné ou d'aller courir pendant quelques kilomètres ou aller au centre d'achat, ça, c'est lui, le système qui vous permet de faire ça. C'est celui qui vous permet de courir le marathon. Et il répond très bien à l'entraînement. Alors, si vous utilisez des approches de formation, d'entraînement, c'est un système énergétique qui ne fonctionne pas bien au moment des EM, de fatigue chronique. Alors donc il y a un malaise après effort. Alors ces personnes-là doivent faire appel aux deux premiers systèmes énergétiques. Ils doivent rétablir cette énergie-là. Donc, ils doivent se reposer. Quelqu'un qui est atteint de fatigue chronique doit s'arrêter parce que les systèmes fonctionnent pas sans arrêt. Alors, pour les personnes atteintes de fatigue chronique, c'est un problème. Alors, il faut réussir à faire son travail autrement. Ce système-là a un rythme très réduit ou les autres systèmes qui vont absolument s'épuiser très rapidement sur une base quotidienne, ce que ça veut dire que certaines activités pour les personnes atteintes de fatigue chronique, ça nécessite un repos. Et après un bon repos, il faut encore qu'il y ait il y a encore un peu d'action, mais il faut se reposer souvent. Ça affecte la vie quotidienne qui est affectée drôlement. Il y a un laboratoire de Stacy Stevens. Alors, j'ai pas pu régler ces questions-là ici, qu'on voit ici, on les voit pas très bien. Alors, c'est 30 patients qui ont fait un test d'exercice de 30 minutes. Les personnes ont mis 3 jours à se récupérer. C'est des tests, qui ont duré 5 à 10 minutes. Alors, c'est ça le problème d'abord. Alors, voici qu'est-ce qu'ils ont partagé pour raconter comment ils vivaient ça. Alors, ça, c'est les effets cognitifs avec lesquels ils ont vécu. J'ai vu des points devant les yeux, des taches. Alors ça, c'est pas quelque chose qui arrive habituellement au moment de faire de l'exercice. Alors c'est plutôt dramatique. Puis ici, on voit 11 des patients qui ont mis plus d'une semaine pour se remettre de ce problème-là. Alors, il y a eu des personnes qui ont pris 3 à 4 semaines, qui ont mis 3 à 4 semaines pour se remettre. Alors, le malaise d'après effort, c'est une caractéristique qui fait partie de la définition. On parle de malaise parce que c'est pas tout à fait de la fatigue. C'est un inconfort important. C'est plus qu'un inconfort, c'est un malaise. Alors, un des critères qu'on ressent, et c'est quelque chose qui dure plus de 6 mois. C'est beaucoup plus que juste de la fatigue. Alors, c'est des problèmes de respiration, des douleurs musculaires, des problèmes cognitifs, des maux de tête, la nausée, même si je connais pas le français. Alors ici, si vous voyez l'affiche, il y a beaucoup de systèmes qui sont impliqués. Alors, le système musculo-squelettique, ça affecte tout, en fait. De loin, je dirais que la plupart des patients vont vous dire que les deux symptômes les plus frappants de l'EM, c'est le malaise post-effort et la dysfonction cognitive qui accompagne ce malaise après un effort.
c'est bizarre. Quand vous ne pouvez pas trouver les mots, vous n'avez pas l'énergie pour vous concentrer, lire, trouver, faut le relire et relire. Vous n'avez même pas l'énergie mentale nécessaire. Alors, ça, c'est un débat entre les médecins qui traitent la fibromyalgie et les patients avec SFC. Il y a un médecin qui a traité des patients depuis un certain temps. Et son commentaire sur le malaise post-effort, c'est que pour le traiter, une fois qu'il s'est produit, c'est beaucoup plus difficile que de le prévenir, tout simplement. Et dans ce que je vais dire plus tard tantôt, je vais me concentrer sur comment prévenir les exacerbations de symptômes et le malaise post-effort. Et une des choses qu'il faut voir chez le patient, et en tant que clinicien qui travaillons avec des patients, c'est qu'il faut être préventif dans nos comportements de repos et de restauration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on se sente comme une guenille avant de prendre une sieste. Pour se reposer, se rétablir et se restaurer. Vous devez vous reposer à des heures fixes prévues avant. Pour un patient de syndrome de fatigue chronique, SFC, ça veut dire qu'il faut peut-être mettre à l'horaire chaque jour des périodes de repos où on va se coucher, tout simplement. On se ferme les yeux et on se met à l'horizontale. À quelle fréquence on va faire ça et pendant combien de temps, ça peut varier d'un patient à l'autre. Mais c'est d'habitude important parce que c'est cette restauration, ce rétablissement du système anaérobique qui font plus de travail qu'ils ne le devraient chez les patients de chronique parce que le système aérobique ne fonctionne pas bien. Alors, c'est important de prendre le temps de se restaurer, de se rétablir. J'aime beaucoup cette image. Ça dit tout. La deuxième chose qui est vraiment importante pour les patients SFC, c'est de se rythmer, adopter un rythme de vie. Il y a beaucoup de littérature quant à l'efficacité des exercices gradués, de la thérapie par exercice gradué pour améliorer la fonction physique chez les patients atteints de SFC ou de ME. On a une bonne discussion pendant le souper aujourd'hui là-dessus, parce que dans un sens, oui, ça marche. Les exercices marchent, oui, mais je ne dirais jamais ça publiquement, par contre. Parce que quand vous parlez à la plupart des physiologistes de l'exercice, des physiothérapeutes et cardiologues et tout, eux, leur interprétation des exercices gratuits et de la thérapie par exercice, c'est que vous prescrivez à votre client, à votre patient, un certain niveau d'exercice qui, entre guillemets, va donner du stress à leur système cardiovasculaire, va stimuler leur système musculo-squelettique et cardiovasculaire, et ils vont réagir en s'améliorant avec le temps, et puis vous montez un peu la mise, vous augmentez l'intensité de l'exercice et la durée, et vous le faites de façon très systématique, et ça marche très bien. Les personnes en santé répondent très bien, mais les patients EM, encéphalopathie myélite myalgique, ça marche pas très bien pour les patients avec SFC. Automatiquement, les gens ont tendance à penser à la thérapie traditionnelle par des exercices. Ça marche pas pour les gens qui ont le syndrome de fatigue chronique. Mais par contre, si vous voulez modérer votre approche avec des patients SFC qui ont le syndrome et simplement modifier un peu la thérapie par exercice en réaction à la façon dont les patients réagissent. En d'autres termes, pour autant qu'ils n'exacerbent pas les symptômes, et si ça aide vraiment à aider la fonction, alors peut-être qu'on peut augmenter la mise un peu. Mais le niveau auquel on commence est tellement, tellement plus bas que pour les patients normaux, les clients en santé ou des athlètes. Comme si vous êtes habitué à travailler avec des athlètes. C'est spectaculairement beaucoup plus bas. Où exactement? Mais ça dépend du niveau de fonctionnement de votre patient actuellement. Quel genre de symptômes il connaît? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a de la douleur? Il faut prendre un profil de la façon dont cet individu fonctionne actuellement. Et est-ce qu'il fonctionne de façon assez stable ou si leur vie est comme une montagne russe? Je me sens bien, je vais faire l'activité. C'est trop, je m'effondre, je tombe pendant 3 jours. Une semaine plus tard, je me sens un petit peu mieux, je vais recommencer. Je recommence à faire de l'exercice intensif et boum, un crash, une chute. Non, on ne veut pas ça. Ce sont ces chutes et ces malaises post-effort sont tellement destructeurs et délétères. Non, ce qu'on veut, c'est les petites oscillations tranquilles. Toute thérapie par l'exercice qu'on fait avec eux, c'est pour améliorer leur fonction physique, leurs activités fonctionnelles. Est-ce qu'ils peuvent monter un escalier, monter un étage et qu'ils peuvent
porter leur sac d'épicerie. C'est le genre de choses qu'on veut les aider à faire. Donc, le niveau d'activité, le type d'activité va varier dépendant de l'état de mieux-être ou de mal-être de ces patients avec syndrome de fatigue chronique. Il faut interagir avec eux parce qu'il faut connaître leur déclencheur. Ils doivent suivre même leur déclencheur. Il y en a qui disent « Ah, je sais que par le passé, si je faisais telle chose, je me sentais pourri après. » Oui, mais fais-le plus. Oui, exact, mais l'idée, c'est qu'ils peuvent avoir toute une variété de déclencheurs à cause de toute la variété de systèmes qui sont impliqués dans cette maladie. Alors, l'activité physique peut exacerber trop d'activité physique. Le fait d'être à l'ordinateur, ça peut créer des poussées du syndrome. Être dans un environnement avec des fluorescents comme ici, être dans un environnement bruyant. Il y a beaucoup de déclencheurs environnementaux chez de nombreux patients. Le stress, et sous toutes ses formes, stress environnemental, etc., ça peut exacerber les symptômes. Alors, pour eux, moi, je leur dis, il faut penser par cycle, il faut être cyclique et non linéaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand votre journée commence, vous faites ce que vous avez à faire pour vous faire partir, puis vous vous reposez. Vous vous couchez, fermez les yeux, repos. Alors, vous faites une autre tâche, puis vous venez vous reposer un peu pour vous restaurer, vous rétablir. Ensuite, vous passez à la prochaine tâche, vous revenez et vous reposez à nouveau. Alors, c'est un cycle activité, repos, tâche, repos, restauration, activité, repos, restauration. C'est pas se lever le matin puis dire, OK, j'ai 12 choses à faire aujourd'hui. Numéro 1, je fais mon lit, je fais la vaisselle, je fais le petit déjeuner, après ça, je fais la vaisselle, je mets les enfants à l'école. Bon, il est 10 heures le soir. Bon, je devrais peut-être me coucher, il est 10 heures ce soir. Non, c'est pas comme ça que votre journée va avoir lieu. C'est comme ça que leur journée va avoir lieu non plus. Ça ne marchera pas pour eux. Ils vont avoir poussé après poussé de symptômes. Alors, faire en sorte qu'un patient EM, SFC pense de façon cyclique et non linéaire dans le cours de la journée, c'est extrêmement important. Et ça exige une planification parce que s'ils ne se sentent pas très bien, ils veulent faire le ménage dans leur maison. Il faut organiser les choses pour pas être obligé de faire la cuisine tout le temps. Surtout pas faire la vaisselle non plus. Tout ça, là. Alors, non, vous pourrez pas tout faire ça. Alors, il y a avoir des choses rapides qu'on peut manger rapidement dans l'armoire, dans la dépense, d'autres petites choses comme ça qu'on peut planifier pour avoir la vie tellement basique et simple. Si on se sent pas bien, c'est très important. Le tout, j'ai passé beaucoup de temps à parler de toutes sortes de stratégies. L'idée, c'est qu'un patient EM-SFC doit utiliser son énergie de façon très, très avisée parce qu'ils n'ont qu'une petite quantité à dépenser chaque jour. Ils n'ont pas ce gros système d'énergie aérobique dans lequel ils peuvent puiser. Ça ne marche pas. Pensez pas que ça marche, ce système aérobique. Non, il marche pas. J'aimerais bien pouvoir dire qu'on peut régler la chose. On ne sait pas ce qui cause cette maladie, puis on ne sait pas comment la régler. On ne sait pas comment régler son système aérobique. On sait comment le gérer, mais on ne sait pas comment le régler. On y travaille, mais on ne sait pas comment résoudre le problème. Alors, on travaille avec des clients. Concevez des activités physiques appropriées qui vont les aider à identifier les bonnes activités, les bons schémas, les bons patterns dans la journée. Toujours penser de façon cyclique. Le biofeedback d'activité, comme le fait d'avoir un moniteur de fréquence cardiaque, c'est très important. Corréler leur fréquence cardiaque avec les activités qu'ils font dans la journée, ça aide. Parce qu'ils vont peut-être commencer à s'apercevoir au cours de quelques semaines que, mon Dieu, chaque fois que je passe du temps à 102 battements par minute, là, je suis complètement épuisé à la fin de la journée quand ça m'arrive ça. Peut-être qu'il ne faudrait pas que je dépasse le 102, il ne faudrait pas que j'atteigne même le 102 par minute. S'ils font un test d'exercice gradué et un exercice cardio-pulmonaire, ils peuvent obtenir de l'information plus précise. Là. Pour l'instant, ils peuvent le faire de façon empirique, sans vous donner toute ma conférence de l'après-midi. Je veux juste donner une petite pépite, une petite idée de ce à quoi on a à faire face avec ces patients dans céphalomyélite myalgique avec la quantité d'énergie limitée à dépenser pendant la journée. Alors, pour ce qui est de l'exercice, le test cardio-pulmonaire sur 2 jours, c'est quoi ça? Ce que ça implique, ce test cardio-pulmonaire de 2 jours, c'est un système de mesure du système métabolique où on mesure les échanges gazeux, la consommation d'oxygène, la production de dioxyde de carbone. Et vous voyez ici qu'on a cette valve bidirectionnelle sur cette patiente et on mesure tout l'air qu'elle respire par ici et tout l'air qu'elle expire par là. Ça se fait analyser, tout ça. Et à partir de ce test, on peut mesurer sa production d'énergie et plusieurs autres choses qu'on peut examiner
par les examens routiniers avec ce test d'exercice cardio-pulmonaire. On ne peut pas voir ici qu'elle a une mesure de l'hypertension là-dessus et d'autres choses dont on va parler dans une minute. Mais ce qu'on peut avoir de ce test, elle a une électrode ici, son pic de consommation d'oxygène, ce qu'on appelle la capacité aérobique, sa capacité fonctionnelle, son électrocardiogramme est là aussi. Et on peut avoir aussi une bonne mesure objective de quelle quantité de travail elle peut faire en fonction de l'énergie qu'elle peut produire, tel que démontré par ce test d'exercice. Donc, voici ce qui est essentiel dans ce test cardiopulmonaire chez les patients EM-SFC. Ça, c'est un test qui est très fiable. C'est un test que si je le fais sur une personne saine, et je le ramène 24 heures plus tard, je lui fais faire le même test, je vais avoir le même résultat. C'est très, très, très constant. C'est un instrument bien validé, un test bien validé qui indique la dépense d'énergie. C'est un bon indicateur et c'est utilisé par plusieurs patients pour mesurer leur capacité fonctionnelle, leur capacité aérobique, bien sûr, et l'Association pour le cœur, le Collège des médecins cardiopulmonaires, c'est utilisé de façon routinière par les médecins. C'est quelque chose de tout à fait standard en médecine pour évaluer la capacité fonctionnelle, la capacité aérobique sur toutes sortes de patients, des gens en santé, des athlètes, etc. Ce qu'on sait, c'est que si on répète ce test, on va s'apercevoir que pour n'importe qui, des patients cardiaques, des patients pulmonaires, des patients rénaux, et tout ça, là, si on le fait sur plusieurs types de patients, chez les enfants, des personnes âgées, des personnes en santé également, on peut s'apercevoir qu'on peut reproduire ça le deuxième jour à 6 ou 7 près. Ça va être les mêmes chiffres le jour 2. 24 heures plus tard. Ils vont peut-être un petit peu fatigués, là, on les pousse un peu, puis on a les mêmes chiffres. Bon. Alors, si on fait ça maintenant avec des patients EM en encéphalomyélite myalgique, on n'a pas les mêmes chiffres le deuxième jour. C'est assez bizarre, hein? Mais vous le savez pourquoi on n'a pas le même chiffre le deuxième jour, hein? Pourquoi qu'on n'a pas le même chiffre le deuxième jour? Qu'est-ce qui ne marche pas ici? C'est un système aérobique. Bingo! Mais oui! Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les résultats d'un test cardiopulmonaire pour indiquer la capacité ou l'incapacité de faire un travail physique donné? Eh bien, le terme MET. Comment vous connaissez le terme le MET, un MET? Disons, ça, c'est juste une autre mesure, une autre façon d'exprimer la consommation d'oxygène. Volume d'oxygène, le VO2, volume d'oxygène consommé, et en millilitres par kilogramme par minute. Millilitres par kilogramme par minute. C'est ça qu'on exprime en MET. Dans les programmes de réadaptation cardiaque, par exemple, c'est comme la devise, c'est leur dollar. On parle de ça. On ne parle pas de milligrammes par kilogramme par minute. On parle de quelle est leur dépense d'énergie, leur consommation d'oxygène en MET. Et un MET est équivalent à la dépense d'énergie au repos d'un homme de 70 kg. C'est quelque chose qui est standardisé. Ça a été déterminé après avoir testé des tonnes de personnes. Et donc, on utilise un MET comme un indicateur du taux métabolique au repos. Donc, quand j'obtiens des données d'un test d'exercice, je trouve combien de millilitres par kilogramme par minute ma patiente peut consommer pour produire de l'énergie. Ensuite, je convertis ça en MET. Et là, j'ai une façon de, comme vous allez voir là, d'utiliser cette information sur les MET pour comprendre un peu quel genre d'activité ma patiente peut faire. Ça, c'est l'utilisation normale de ce test. Vous allez penser qu'une journée, c'est une torture suffisante. C'est très dur, surtout pour un patient EM-SFC à faire ce test. 2 jours, c'est pas 2 fois plus dur, c'est 1 billion de fois plus dur. Et c'est pourtant tout ce qu'on fait tout le temps. Il faut le faire et on va vous expliquer pourquoi. C'est pas tout le monde qui le fait. J'ai des gens on peut pas tester les gens les plus malades parce qu'ils sont au lit, ils peuvent même pas se lever pour venir passer le test. Mais ce que ça nous révèle, le test sur 2 jours, c'est
à quel point le premier jour de test a affecté leur capacité à reproduire ce test. Tout le monde, tous les gens peuvent reproduire ce test, mais pourtant, les gens qui ont le syndrome ne peuvent pas refaire le test le deuxième jour. Donc, le malaise post-effort est nécessaire pour diagnostiquer l'encéphalomyélite myalgique ou le syndrome de fatigue chronique, mais un seul test de cardiopulmonaire ne nous dit pas s'ils vont être capables de le faire le deuxième jour ou pas. Ça ne le montre pas. Il faut le faire sur 2 jours. Plus sur ce que ce test va faire, ça vous montre peut-être qu'ils sont en faible capacité, peu de mètres. Mais dans de nombreux cas, pour les gens qui cherchent des tests, on s'aperçoit que le VO2 max, c'est-à-dire leur capacité aérobique sur un test, n'est même pas sous-clinique. En d'autres termes, oh, OK, vous n'êtes pas en forme, OK, allez faire de l'exercice, puis vous allez être mieux. Prenez un programme d'exercice, c'est tout. Allez au centre de mieux-être, allez au gym, allez-y. C'est ça que ça va nous dire. Et c'est ça que les gens disent quand ils font passer le test sur un seul jour. Mais en réalité, les valeurs qu'on voit sur un seul exercice cardiopulmonaire sont à 53 ou 91 % de ce qu'on va voir sur des cas témoins en santé. Donc, pas tellement bas, peut-être un petit peu bas, ou si on voulait prédire leur VO2 max en fonction de sous-maximum, d'un exercice submaximal, autrement dit, si on les envoyait pas jusqu'au VO2 maximum, si on voulait prédire seulement ce que serait sur leur VO2 maximum, ce sera assez bas quand même. Ces gens-là seraient quand même un faible pourcentage de la valeur prédite. Si vous faites ces tests d'exercice d'un jour sur des enfants qui ont l'encéphalomyélite myalgique et le syndrome de fatigue chronique, ils sont un peu mieux parce qu'ils ont des symptômes un peu différents quand ils ont la maladie lorsqu'ils sont enfants que lorsqu'ils acquièrent la maladie comme adultes. Donc, on a tendance à avoir des valeurs plus faibles chez les enfants qui ont l'encéphalomyélite myalgique ou le SFC, mais à mesure qu'ils vieillissent, ils perdent du terrain. Autrement dit, ils deviennent de plus en plus faibles par rapport à leur âge, leur sexe et leur niveau d'activité. Par exemple, si je prends le test d'une femme de 35 ans, disons, EM-SFC, je les compare toujours avec les valeurs moyennes des autres femmes de 35 % inactives qui n'ont pas le syndrome. Et dans mes rapports, j'écris cette comparaison également. Ça va? Vous me suivez jusqu'à présent? Ça va? Pas de questions? Donc, la stratégie derrière ce test cardio-pulmonaire de 2 jours, c'est de produire le malaise d'après effort. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on les fait revenir le deuxième jour. Le premier test, on mesure leur capacité fonctionnelle, on trouve c'est quoi leur VO2 max, on sait de quoi ils sont capables, puis on les fait revenir pour un deuxième test. Là, on sait qu'ils se sentent comme totalement effondrés, et à partir de ça, on identifie le seuil. Où dans ce test exercice gradué, où est-ce qu'ils ont décroché? Où est-ce qu'ils sont devenus tellement... Où est-ce qu'ils ont commencé à produire de l'énergie, surtout par leur système anaérobique, qu'on sait qu'il ne peut pas durer longtemps. On ne peut pas les laisser utiliser ce système pendant longtemps. Il faut qu'ils reviennent au aérobique. Il faut venir à leur système aérobique, même s'il est très faible. Quand est-ce qu'ils ont changé de système de production d'énergie pendant les tests d'exercice? Et c'est ça qu'on trouve pour eux. Puis, je prends cette information et je la traduis en termes fonctionnels. Je vais vous montrer des exemples bientôt et j'espère que tout ça va s'agencer, ça va tomber en place. Essentiellement, voici ce que ça fait, ce test sur 2 jours. D'abord, on détermine leur capacité fonctionnelle, leur VO2 max, et on les rend malades, évidemment, bien sûr, trop d'efforts. Et bien, plus malades, en tout cas. Le deuxième jour, ils reviennent, on les teste à nouveau et on dit, bon, maintenant, tu as le malaise post-effort. Quel effet sur cette mesure ici, est-ce que votre malaise post-effort a? À combien ça va faire baisser votre résultat? Comprenez-vous? Alors, d'habitude, on a beaucoup de mesures. Quand on fait ça, ce sont des mesures standards. Si vous êtes familier avec les tests cardio-pulmonaires, on mesure la consommation d'oxygène, le pic maximal pendant le test, mais on est surtout intéressé aux valeurs maximales et le seuil anaérobique, le seuil involontaire. Théoriquement, pour obtenir le seuil
anaérobique, il faudrait mesurer le lactate sanguin dans le sérum sanguin. Mais on fait pas ça. Je fais pas ça en général avec les patients parce que les patients, je demande pas aux patients de rester sur un test d'effort suffisamment longtemps pour avoir une bonne donnée de lactate sanguin. Et ça prend au moins 4 minutes ou une charge de travail d'au moins 3 minutes pour prendre le lactate. Et c'est trop long. C'est trop long pour une patiente atteinte de syndrome de fatigue chronique. Fréquence cardiaque est mesurée tout au long du test. On mesure la charge de travail tout au long du test, la pression sanguine, la tension artérielle, la ventilation. Je vais vous montrer pourquoi c'est important, ça, cette ventilation. Des fois, on mesure aussi la saturation d'oxygène. Enfin, ça ne change pas autant que vous pourriez penser chez les patients. Non. Et je vais faire des tests aussi. Je vais mesurer le pic de lactate. Quand ils ont terminé le test, je vais prendre un peu de sang, puis je vais mesurer le lactate sanguin, juste parce que c'est un indicateur de plus qu'ils ont vraiment travaillé fort pour nous. Et la première chose que vous voulez savoir quand vous lisez mes rapports, c'est ils ont-tu vraiment travaillé? Voyons donc. Ils ont-tu travaillé, non? Alors, on va commenter là-dessus. C'est pour ça qu'on met en jaune ici le ratio d'échange respiratoire. Vous savez ce que c'est, le ratio d'échange respiratoire? Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça auparavant? OK. Bon. Alors, c'est le ratio de production de bioxyde de carbone, ou VCO2. Production de CO2, autrement dit, divisé par la consommation d'oxygène. Et on mesure ça tout au long du test. Et ce que ça nous dit, c'est deux choses. Si vous y connaissez un peu, là, ça vous dit qu'est-ce qui vous carbure pour produire votre énergie, vous brûlez des gras, vous brûlez des glucides, vous brûlez de la protéine ou quoi que ce soit. Mais aussi, pendant un test d'exercice, c'est une très bonne indication de à quel point quelqu'un travaille fort, fait des vrais efforts. Et on veut que cette valeur soit plus grande que 0.1 pour montrer qu'il y a eu un plus grand que 1.1, pardon. Plus grand que 1,1. Quand on arrive plus grand que 1,1, on sait que quelqu'un travaille très fort. Pour y arriver, on sait que la production de bioxyde de carbone doit dépasser leur consommation d'oxygène. La seule façon de le faire, c'est de produire beaucoup d'acide lactique qui va s'accumuler dans le sang. Alors, en résumé, c'est un bon indicateur qui travaille anaérobique, qui travaille vraiment fort pour nous parce qu'ils sont sur leur système anaérobique en plus. Ça, c'est un important indicateur de véritable effort pendant un test d'exercice. Parce que, comme j'ai dit, pas de chose si vous me demandez, là, votre patient, là, est-ce que c'était un tir au flanc, là, un flanc mou, là, est-ce qu'il a travaillé fort? Comment le savez-vous? Alors, première chose à faire, quand vous faites ces tests d'exercice, c'est de prouver que votre patient a vraiment tiré fort. Ce n'est pas un tir au flanc. Et s'il n'a pas travaillé fort, vous n'avez pas grand-chose à donner. Alors, il faut qu'il ait travaillé fort. Et ça, il y a des critères objectifs et subjectifs pour vérifier l'effort. Premièrement, on regarde si, oui ou non, ils sont arrivés proches de leur fréquence cardiaque prédite. Alors, pour une personne, on peut dire que leur fréquence cardiaque prévue est vraiment 220 moins leur âge. Est-ce qu'ils sont arrivés à au moins plus ou moins 10%? Ce 220, si vous avez 20 ans, la fréquence cardiaque, ça va être à peu près 200. Est-ce qu'ils sont au moins arrivés à 190 à 20 ans? Oui, ça va bien, il n'y a pas de problème s'ils font ça. Il y a d'autres patients qui ont le syndrome de fatigue chronique, ont une anormalité du système nerveux autonome. On ne peut pas faire monter leur fréquence cardiaque très élevée, comme vous allez le voir bientôt, malheureusement. Alors, souvent, on n'arrive pas à ce critère. On ne rencontre pas ce critère. Les sceptiques n'aiment pas voir ça. Elle n'a pas fait d'effort, vraiment. Autre critère, est-ce qu'ils ont travaillé très fort? S'ils ont vraiment travaillé fort, si je voudrais mettre sur un graphique leur consommation d'oxygène pendant le test, ça montrerait comme ça. Si c'est le temps dans l'axe X, c'est la consommation d'oxygène sur Y, ça augmenterait de façon très linéaire. Et est-ce que je les ai fait travailler tellement fort à la fin du test que ça ne pouvait plus monter, puis il y a eu un plateau, ça s'est aplati comme la courbe ici. Voyez-vous? Comprenez-vous ce que je veux dire? J'aurais dû avoir un graphique là, pour vous le montrer en vrai, mais
La réalité, c'est que même des personnes en santé ne satisfont pas très souvent à ce critère. Alors, je l'applique jamais à mes patients qui ont le SFC ou le ME. Il y en a qui peuvent le faire, le EM. Le gros point, là, c'est ça qu'on cherche, surtout chez nous, à l'American Heart Association. L'Association cardiaque croit que c'est le critère le plus important, comme plusieurs autres personnes. Il y a plusieurs preuves qui le prouvent. C'est un des critères les plus fiables pour montrer que quelqu'un a vraiment travaillé fort pendant le test d'exercice. C'est le RER. Et bien sûr, il y a une information qu'on peut obtenir pendant un test d'exercice, c'est que l'effort perçu, la cotation de l'effort perçu. Il y en a qui sont familiers avec ça. Il y a différentes échelles pour la cotation de l'effort perçu. On utilise l'échelle de 6 à 20, ça s'appelle l'échelle d'effort Borg-Graham. Il y a une autre échelle qui va jusqu'à 10. Mais essentiellement, ça, c'est la seule information qu'on vous obtenez pendant un test d'exercice de votre sujet, de votre patient, qui vous dit comment eux se sentent. Parce que c'est eux qui vont remplir cette échelle d'effort perçu pour choisir le chiffre qui décrit le mieux leur effort. On a la fréquence cardiaque, on a la consommation d'oxygène, on a le RER et toutes ces mesures physiques, mais on ne sait pas réellement comment ils se sentent. On ne sait pas. On sait qu'ils travaillent assez fort. Alors, le RER est haut. Oui, ils doivent travailler assez fort, oui, mais j'ai testé des patients cardiaques, moi, qui avaient de la difficulté à faire monter la fréquence cardiaque au-dessus de 110. Je les ai regardés. C'est comme si elle allait mourir. C'est comme si elle allait laisser tomber complètement. Et aux merveilles, ce patient que j'ai testé, j'ai dit, écoute, tu me dis que ton effort perçu est de 19 sur 20. Écoute, ta face est toute rouge, tu sues comme un fou, comme un malade. Je pense qu'il faut que tu ailles voir ton médecin, toi. Et elle avait elle a eu un triple pontage 3 semaines plus tard. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cette patiente. Quand vous dites qu'ils se sentent que leur effort perçu est très peu cohérent avec ce que vous voyez, là, comme dans les autres indicateurs, là, vous voyez qu'il y a un problème. Les patients EM, SFC fonctionnent assez bien là-dessus, ça va assez bien là-dessus. Alors, généralement, 2 critères sur 3 indiquent l'effort maximum. Il y a un autre critère, c'est de regarder leur valeur maximum de lactate. Ça, je fais pas, mais je pense que je vais commencer à le faire maintenant. Donc, très bien. Comment est-ce qu'on peut mesurer les effets du malaise post-effort sur la façon de faire des activités physiques? Je vais avoir des mesures d'oxygène dans mes tests, je vais convertir ça en mètres, puis je vais consulter mon compendium d'activités physiques, le Compendium of Physical Activities. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Compendium of Physical Activities? Oui, formidable, excellent, merveilleux. Il s'agit juste d'y aller. Faites Google là-dessus, le Compendium of Physical Activities. Je vais vous montrer quelques exemples, mais je ne suis pas mal sûr. Est-ce qu'on a le sans-fil ici? Non, probablement pas. Je pourrais vous le montrer à l'écran autrement. En tout cas, j'ai un hot link, mais je ne pense pas qu'on pourrait vous le montrer. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ce compendium. Barbara Ainsworth est l'auteur du compendium, mais je vais vous dire exactement, je vais vous en dire plus dans quelques instants. Alors, je vais faire la même chose quand je vais essayer de savoir quelle est la consommation d'oxygène de cette personne au seuil anaérobique. Et je vais transformer ça en mètres, divisé par 3,5, autrement dit. Puis, je vais regarder quelles autres activités de la vie quotidienne correspondent à ce niveau d'effort. Ça va me donner une idée de ce que cette personne peut faire. Et ensuite, je vais prendre cette information en mètres et je vais relier ces mètres maximum et ces mètres au seuil anaérobique à une norme de handicap fonctionnel. La norme que j'utilise, le standard que j'utilise, c'est Weber and Janicki. Et c'est une échelle de handicap fonctionnel ou d'invalidité fonctionnelle qui est fondée sur des patients avec insuffisance cardiaque. Alors moi, je me dis, si j'utilise une norme de handicap fonctionnel qui s'applique à des patients cardiaques, et si mes patients EMSFC ont le même niveau de handicap, ça devrait être assez convaincant pour n'importe qui. Moi, en tout cas, je pensais que c'était une bonne stratégie pour convaincre les gens. Mais quelquefois, les compagnies d'assurance ne le croient pas. Mais en tout cas, voici certains exemples tirés du compendium d'activité physique. Ce que c'est en ligne, ça. C'est une collection, un compendium de très, très nombreuses études qui ont examiné les besoins énergétiques de différentes activités. Alors, ils ont fait les études, ils ont ramassé les consommations d'oxygène pendant les activités, en tout cas, nettoyage, balayage de plancher, effort léger.
Bon, c'est à peu près 2,3 mètres, ça. OK, très bien. Dans le compendium, il y a plusieurs de ces activités-là. Ici, plusieurs activités à la maison, ménage à la maison, activités ménagères. Il y a aussi des activités occupationnelles, comment massacrer les animaux, c'est-à-dire, en fait, dépecer les animaux, là, en tout cas, dépecer les animaux, ça fait partie de ça, là, comme cyclisme à différentes intensités, etc. Ici, on a inactivité, j'aime ça, inactivité légère. Inactivité légère, être assis tranquillement à regarder la télévision, c'est 1,3 mètres. Vous êtes assis tranquille actuellement, là. Vous pourriez écouter la télévision, vous seriez à 1,3 mètres. Maintenant, si vous tapez les pieds, si vous bougez un peu partout, vous brûlez plus de calories. Alors, soyez bien consciente de ça. Essentiellement, ce que c'est que le compendium, c'est que ça inclut des niveaux de mètres de différentes activités physiques, y compris les activités ménagères, sédentaires, sportives, professionnelles, de jardinage, etc. Je vais vous montrer certaines expressions où j'ai incorporé les niveaux de mètres à différentes activités. Comme l'avocat nous a dit plus tôt, vous devez montrer dans un cas d'invalidité qu'ils ne peuvent pas faire le travail qu'ils sont censés faire. Donc, dis-moi donc, je relis, alors, tout à des mètres, à des activités reliées à des activités du compendium, et c'est, je réussis de cette manière-là à montrer l'évidence de pourquoi ils peuvent pas effectuer ces activités. Alors, Compendium of Physical Activities, c'est de 2011 et toutes les données sont là-dedans. Alors, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette chose-là? Je peux plus changer mes diapos. Ah bon. Mystère et boule de gomme. Il faut cliquer. OK. D'abord, comment ça se fait que vous ne le voyez pas? Alors, essayez n'importe quoi. Alors, donc, on va sortir du mode diapo. Après ça, on va revenir. C'est bloqué. Alors... Bon, c'est parti. Ouf. Alors, les MET corrigés. Alors, je vais vous parler des MET corrigés. C'est pas quelque chose pour vous semer la confusion ici, mais si vous allez travailler avec les patients encéphalomyalgiques, alors il faut... Je dois expliquer cette notion de comme les MET corrigés. Alors, c'est dans des études épidémiologiques sur des populations complètes. On les utilisait en tant que moyenne. Alors, le régime métabolique au repos. Alors, d'ailleurs, et assez récemment, on a commencé à utiliser ces mètres non seulement pour toute une population, mais l'appliquer à des individus. C'est ce qu'on fait ici avec les patients SFC. Alors, on utilise ça avec des individus spécifiques qui sont pas la moyenne. Est-ce que vous me suivez? Alors, Sarah Cozy a mené une étude, comparer des individus, comparer leur consommation d'oxygène, elle les a convertis au mètre, puis comparer ces mètres-là au mètre du compendium. Alors, elle a trouvé dans ça, c'est que les mètres mesurés, qui sont basés sur l'oxygène qui a été brûlé, les valeurs à 89% sont sous-estimées comparées à ceux qui sont vraiment le résultat d'une activité. Alors, 89% des fois,
les mètres réels étaient sous-estimés. Puis c'est un problème quand on travaille avec des individus, ben, ça empire. Alors, le compendium faisait des erreurs de classification sur la catégorie, les intensités des catégories de 12% comparé au MET mesuré. Et les erreurs étaient encore plus grandes avec des personnes qui faisaient poids supplémentaire, qui étaient plus vieilles et qui étaient moins en forme et surtout qui étaient des femmes. Et c'est dans cette population-là, la marge d'erreur est encore plus grande. Alors, on a essayé de faire un calcul de mètres corrigés. J'utilise pas seulement les mètres du compendium. Il explique dans le compendium un calcul pour arriver à corriger ces mètres-là. Alors, les mètres corrigés de manière mathématique, corrigés, en tenant compte de l'âge, de la grandeur, de la taille et du poids des personnes. Et vous allez comprendre pourquoi tout ceci est important dans une seconde. Alors, ce que nous avons appris après cet exercice cardio-pulmonaire qu'on a fait, c'est que les activités de la vie quotidienne ont un effet délétère sur les symptômes du syndrome de fatigue chronique. Alors, si vous jetez un coup d'œil au compendium, de nombreuses activités quotidiennes tombent dans la classe des 3 à 5 mètres. Si on regarde la consommation d'oxygène maximale, vous comprendriez pourquoi effectuer certaines activités quotidiennes, parce que sont tellement compliquées pour eux, parce que souvent, leurs mètres sont de moins de 5. Et donc, ça complique ces choses-là. Et il est très important, quand vous travaillez avec ces patients, si on rapporte les données, il faut traduire vos valeurs de consommation d'oxygène en quelque chose que le juge, les compagnies d'assurance, les avocats peuvent comprendre, basé évidemment sur les activités quotidiennes. Des mètres corrigés, traduites en activités quotidiennes. Le compendium vous explique quelles activités correspondent à leur capacité anaérobique, de seuil anaérobique et ou aérobique. Alors voici, je vous lance. Vous avez reçu un document. Bon, alors on tombe là-dessus. Alors, vous allez comprendre pourquoi vous l'avez reçu. Il y a beaucoup d'informations. Ça, c'est la première page de tout ça. Anomalie métabolique. Alors, ça, c'est une partie d'un rapport où j'inclus les données de l'exercice. Alors, le premier, c'est le test 1, puis l'autre côté, le test 2, à gauche. Test 1, à droite, test 2. Alors, on fait 3 minutes de repos assis, alors 2 minutes d'activité, alors on augmente de 25 watts, alors des watts 25, 50, 75. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'exercice, le test de la bicyclette stationnaire? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pédalé à 100 watts? Si vous êtes en santé, puis vous vous asseyez sur la bicyclette, vous commencez à 100 watts. C'est l'endroit où les gens qui ont le SFC vont finir. C'est pas là qu'il faut commencer, ou alors le test sera pas très long.
Alors, les gourous des tests d'exercice, pour un exercice cardiopulmonaire valable, ça prendrait des personnes assises sur la bicyclette. Nous, on choisit la bicyclette à cause des problèmes d'équilibre. Il faudrait qu'il dure pendant au moins 8 minutes. Moi, je vis 6, en fait, jusqu'à 12 minutes. J'essaye de faire correspondre le protocole aux capacités de votre patient. Alors, moi, je fais plus ça ici. Moi, je fais des augmentations de 15 watts à la fois. Stacy fait un protocole de 2 jours assez différemment du mien. Entre 10 et 15% d'augmentation de wattage, c'est un... en tout cas, ça fonctionne. Alors, on choisit le VO2 max. Alors, ce type de protocole, c'est 25 watts. C'est 25 watts, ça serait trop. Les gens peuvent pas durer sur la bicyclette. Alors, donc, voici la consommation d'oxygène. Le VO2 est selon le poids corporel par minute. Alors, les pressions sanguines et la quantité d'air qui expirait à chaque minute. Alors, pour chaque étape, j'ai ici les chiffres. Et on recommence ici, puis ça, on a la même chose. Donc, quand ils ont plafonné, alors ça, c'est leur rythme cardiaque lorsque le tapis s'est arrêté. Voici pourquoi on a arrêté. Ça, c'est la durée de leur test. C'est la durée de récupération, 1 minute 3, 5, 7, le rythme cardiaque systolique et diastolique. Ça, c'est assez clair. Et ici en bas, si on regarde, alors c'est le seuil anaérobique. Alors, bon, ça, c'est à 50 watts. Alors, 16.1. Alors, ça, c'était à 25 watts. Ici, en tout cas, je pense que ça devrait être 50, mais alors, 16 ml par kilogramme par minute. Et ça s'est fait à 63% de VO2, le max du VO2. Alors donc, pour la plupart des individus en santé, le seuil anaérobique se situe quelque part entre 50 et 75, ça pourrait être 85, alors, % de max VO2. Alors, ce qui est normal en tant que pourcentage du VO2 max, si on regarde la valeur de consommation d'oxygène, ben c'est très bas parce que le max lui-même est très bas. Alors ça, c'était le rythme cardiaque au 99 coups à la minute. Ce qu'on voit ici, c'est quand cette personne-là dépasse le 99 ou même autour de 99, la plus grande partie de son énergie vient de l'énergie anaérobique. Et quand on utilise le métabolisme anaérobique, c'est brûlé très rapidement et il faut se reposer très souvent. Alors, si on fait travailler à 99 ou à 100 ou même à 89, alors moi, j'aime bien me situer à 15 battements cardiaques de moins que le chiffre maximum. Il y a beaucoup de métabolisme anaérobique. Alors donc, les périodes de repos doivent être fréquentes. La seule activité, s'ils font quelque chose, c'est anaérobique et ils doivent se reposer. Ça brûle rapidement. Et à 99, vous êtes à 99 quand vous brossez les dents. C'est pas très élevé.
Alors, si on peut regarder l'ECG. Alors, on ne constate pas des gros changements de l'électrocardiogramme. Alors, si maintenant on passe, est-ce que vous voyez quelque chose de différent entre le test 1 et le test 2? Y a-t-il quelque chose qui vous frappe tout particulièrement? Alors, le rythme cardiaque, 156, 154 ici. Le rythme cardiaque est passablement typique. Est-ce que ça, c'est 154? Oui. Alors, ça commence beaucoup plus rapide. Alors, cette personne-là, est-ce que c'est rendu à sa limite maximale? Vous ne connaissez pas leur âge. Alors, on ne peut pas prédire le rythme cardiaque basé sur leur âge. Est-ce que le ratio d'échange respiratoire, alors quel chiffre est-ce qu'on cherche? 1,1 de plus. Alors, c'est complètement dépassé. Bien avant tout ça. Alors ils ont bien travaillé ici. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut constater? Alors, le seuil anaérobique, on regarde le max. Alors, si on va voir, là, ça va être intéressant de vous parler. Est-ce qu'ils ont reproduit le VO2 max? Non, ils l'ont pas reproduit. Non. Donc, le rythme cardiaque a augmenté. Il a commencé il était plus rapide au départ, puis après ça, il a augmenté. La pression sanguine, la pression systolique devrait augmenter. On a vu que ça a augmenté. Puis le diastolique ne devrait pas changer plus de 10 mm de mercure, puis c'est assez stable. La ventilation, 32 litres à la minute. Et ça, c'est ce que je respire actuellement. Les athlètes pourraient avoir plus de 100. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? 23 maximum, ou 29. À 100 watts, le jour 1, c'est 32 litres à la minute. Alors, c'est la même activité, le même niveau de difficulté, puis là, ils sont plus capables de sortir plus de 23,66 et là, on a moins 12. Est-ce qu'ils ont pu reproduire ce qu'ils ont fait la première journée? Non, pas du tout. Alors, la ventilation, si on peut dire, c'était un peu bizarre. Et le seuil anaérobique, et tout ça, c'est pas normal dans un test et un deuxième test de vérification. C'est à 91 battements. 80. Bon, alors cette personne-là, tout ce qu'elle fait, ça la met à terre. Donc l'effort est presque trop grand pour elle. Alors ici, on regarde encore une anomalie métabolique. Ça paraît assez évident. Alors, en jour 2, la compagnie d'assurance, vous n'avez même pas fait travailler la personne pendant 6 minutes. Quel est le ratio d'échange respiratoire? Et celui-ci, « 1,24. Ça, c'est 1,1 à peu près. Ça, c'est à 0. La bicyclette sans pression. Juste être assis. C'est donc, si on mesure pendant le repos, vous seriez à 0,75. Cette personne-là est à 0,93. Elle est tout simplement assise sur la bicyclette. J'ai dit de bouger les jambes, il n'y avait aucune résistance. Puis elle a tout de suite monté à 1,24. C'est très anaérobique.
Est-ce qu'on est d'accord qu'elle n'a pas reproduit le VO2 max, mais elle a atteint sa limite? Il y a des personnes qui pourraient dire qu'elle faisait de l'hyperventilation parce qu'elle était nerveuse. Moi, je m'attendrais à nerveux ici parce que je ne m'attends pas à l'autre. Quand il commence à pédaler, alors le sang commence à circuler plus rapidement et la moyenne, le ratio de leur respiration va baisser. Alors, s'ils font de l'hyperventilation ici, et ça va descendre, mais ça va remonter. Alors, si on regarde le seuil anaérobique, 10.2, 5.8. Alors, elle atteint son seuil anaérobique avec une bicyclette sans aucun mouvement de la bicyclette comme telle. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, j'appelle pas ça une anomalie métabolique. Est-ce que cette personne-là a atteint sa limite? Ça peut pas arriver. Il y a des personnes qui m'ont dit 1.29. Alors, à chaque fois, c'est la même charge de travail, 22, 21, 20, 21. Alors, ça se répète. Cette personne-là n'est pas confortable. Elle n'est pas bien, je veux dire. Alors ici, la personne a répété son VO2 max, mais pas du tout son seuil anaérobique. Et le rythme cardiaque est passé de 94 à... Ça n'a pas changé beaucoup, à 92. Mais le seuil anaérobique a baissé énormément. Si on regarde dans le deuxième exemple, c'est 1.7 mètres. Alors, quand vous bougez vos pieds, alors vous êtes à 1,8. Ils sont anaérobiques juste à bouger leurs pieds, sans aucun effort particulier. Alors, si on regarde le ratio d'échange respiratoire, alors on peut voir qu'ils sont en hyperventilation. Alors, il y a plus d'oxygène qui circule, le sang circule plus rapidement. Bon, puis là, ça n'a pas pris de temps avant de sentir que, j'arrive plus à faire ce travail. Ça devient anaérobique. Alors, l'effort est très grand. Est-ce que vous voyez que l'effort fourni a été très grand? Voici, celle-ci est très intéressante. Alors ça, j'ai appelé ça autonomique, une anomalie autonomique. Est-ce que cette personne-là a atteint sa limite maximale? Elle est passée de 1.1 à 1.01. Ça, c'est... Mais, par contre, à ce même degré d'effort-là, de 100 watts, ils ont frappé un rythme cardiaque de 146 et le jour suivant, ils ne pouvaient même pas atteindre 130. Il y a quelque chose qui se passe ici avec leur rythme cardiaque. Alors, pour moi, dès qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus le faire, ben on prenait leur rythme cardiaque pour... Donc, voici un autre exemple très intéressant. La première journée, alors le VO2 max était extraordinaire. C'est un homme de 38 ans. Alors ça, c'est pas mal formidable. Ça, c'est ce qu'on voit chez une femme d'âge universitaire, le jour 2. Est-ce qu'il s'est rendu à son maximum? La première journée, la deuxième journée. Alors, qu'est-ce que vous appelez ça ici? Comment est-ce que vous appelez ça? Oui, il a atteint sa limite. Et ça a empiré. Est-ce qu'on peut dire qu'il reproduit le VO2 max? Non, pas du tout. Si on regarde la pression systolique, alors on augmente de 25 watts.
ça devrait, pour chaque mètre de travail, il devrait y avoir une augmentation de 10 cm de mercure. On devrait avoir une augmentation de pression sanguine de 10 mm. Ici, qu'est-ce que vous en dites? Alors, il a franchi 4 niveaux d'exercice. Sa pression sanguine n'a pas augmenté. Si elle n'augmente pas, vous ne pouvez pas travailler. Alors, regardez de près le suivant et dites-moi qu'est-ce que ça vous dit. Est-ce que vous remarquez quoi que ce soit? Est-ce que cette personne-là a atteint son maximum? On regarde 125. Est-ce qu'ils ont reproduit le VO2 max? Alors, peut-être que ça peut vous préoccuper si on fait les mathématiques de ça. Et puis, quand vous allez jeter un coup d'œil sur la récupération, cette personne ici, là, on se repose. La pression sanguine, 128,82. 1 minute après l'exercice, et on est encore à 158, on ne pouvait pas réobtenir une pression systolique. La plupart des personnes ont récupéré après 3 à 5 minutes. Ici, on est en bas. On a une hypertension diastolique à peu près. 152 sur 96. Récupère pas bien cette personne. J'ai pas mis l'anaérobique, c'est sur la page suivante. Alors, si on regarde ici, on voit 6,78 à 4,62, les Mets 1,9 à 1,3. Alors, voyez-vous, donc, si vous faisiez le calcul, vous constateriez que il y a eu une perte de beaucoup de pourcentage. C'était la 3e ou 4e personne qui s'était retrouvée au World Trade Center le 9 à 1. Alors, cette personne-là, c'est assez intéressant qu'elle soit passée. Alors, je vais vous présenter un exemple rapide. C'est du premier test. Alors ici, c'est la valeur maximale du MET. Puis si j'ai corrigé pour son âge, sa grandeur, etc., la valeur a baissé à 3,3. Dans le compendium, c'était 1,9. Suite aux corrections, c'était 1,4. Et si c'est le premier, c'est suite à aucune activité. Alors, son seuil anaérobique à être couché, à rien faire, pendant qu'elle elle éprouve un malaise post-effort. Alors, voici, ici, je vais passer rapidement, Weber and Janicki. C'est donc, vous voyez, n'importe quel des patients, vous seriez capable de le catégoriser selon leur valeur VO2 max. Si vous prenez la dernière femme qu'on a testée ici, puis vous examinez son seuil anaérobique le 2e jour, la dernière page qu'on a regardée, alors qu'est-ce qu'on voyait là? C'est en ml par kilogramme par minute. Alors, 4,6. Alors, 4,6 ici. Est-ce qu'on la mettrait ici? Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Et ça paraît sur son rapport aussi. Alors, voici ce qu'on dit dans le rapport. J'écrirais peut-être faible capacité fonctionnelle et capacité à aider la production aérobique déficiente, incapable de reproduire le VO2 max dans le 6 ou 7% normal. Et j'ai dû mettre fatigue post-effort. Si j'avais pu mettre malaise au lieu de fatigue, parce que j'ai ces médecins fous, là, comme j'ai dit plus tôt, j'ai cherché malaise dans le Webster
Oh, c'est un terme psychologique. Les gens n'aiment pas malaise. Non, les médecins n'aiment pas malaise. Des fois, il faut que les gens ne comprennent pas le mot malaise en anglais. Faible capacité aérobique. Je vais faire un peu d'accélération. Vous pouvez lire ça par vous-même. Vous aurez tous accès, n'est-ce pas, au PowerPoint? Oui. Alors, je vais faire un peu... je vais accélérer un peu le rythme. Vous allez voir un peu qu'est-ce que j'essaie de mettre dans ce contexte fonctionnel. Son VO2 max de 16,53 est équivalent à balayer le plancher, enlever les vaisselles du souper ou faire son lit. Alors, c'est son maximum. Quand elle fait son lit, elle atteint son maximum. Voyez-vous comment on peut arriver à cette conclusion à partir de VO2 max et l'utilisation du compendium, d'accord? Tout ce qui dépasse le fait de faire son lit, marcher dans un bureau, c'est trop. Elle avait un travail de bureau. Et à Wall Street, en fait. Bon. Elle a été congédiée parce qu'elle était malade. Elle ne pouvait pas aller travailler. Un travail très stressant. Mais je devais égaler ça à ses activités de travail de tous les jours pour que ceux qui lisent ça puissent comprendre qu'elle ne peut plus faire ça. Elle ne peut même pas marcher dans un bureau, mais elle ne peut même pas faire son lit, pas plus que faire son lit. Mais elle devait prendre 5 modes de transport pour passer de Long Island à Manhattan, à New York, à Wall Street. Mais c'était rien comparé à marcher, prendre le train, prendre le métro, prendre l'autobus, courir en haut des escaliers, descendre les escaliers. Il y a des gens qui vont dire, eh bien, on va peut-être lui trouver un autre travail qu'elle est capable de faire. Oui, mais c'est de se rendre au travail qui dépasse ses capacités, là. Alors, bon, il y en a plus. Je vais vous laisser lire ça par vous-même, mais vous pouvez... je serais heureuse de vous expliquer, si vous voulez essayer de deviner ici. Vous l'avez ici dans votre... Je devrais vous le dire, je ne veux pas trop... est-ce que cette personne a atteint son maximum? 1,24. Elle a atteint son maximum. Donc, c'est un bon test. Oui, elle a fait un effort maximum. 21, seuil anaérobique de 11, qui a monté un peu. Son VO2 max a diminué de 1%. Donc, elle a bien reproduit. Son seuil anaérobique a monté, par contre. Cette personne-là entre pour une évaluation ultérieure pour la maladie de Lyme. Parce que, alors, on n'est vraiment pas sûr qu'elle a eu le syndrome de fatigue chronique ou le EM, ou ces médecins non plus. On n'est pas sûr du tout qu'elle a l'encéphalomyélite. D'après ce résultat, si elle a reproduit l'effort très normalement, même si tout était correct. Mais c'est dur quand vous avez ce résultat-là, parce qu'il faut dire à la personne, écoutez, on espère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tout est bon, son hémodynamie est bonne et tout ça. Donc, ce n'est pas de la fatigue chronique. Donc, vous allez peut-être... le protocole cardio-pulmonaire sur 2 jours va pouvoir vous fournir certaines preuves. Le métabolisme va vous permettre de quantifier un peu le malaise post-effort et révéler des réponses anormales. Le défi dans ce protocole, c'est d'interpréter le test. Et j'espère que ce qu'on a fait ce soir vous permet de regarder ces tests de mieux. Vous devez savoir qu'est-ce qui est normal pour un test. Qu'est-ce qui est normal comme tension artérielle, fréquence cardiaque, etc., etc. Et vous devez savoir que quand vous faites ça avec quelqu'un qui a l'encéphalomyélite myalgique, vous allez les rendre plus malades pendant un certain temps, oui, c'est vrai. Puis j'ai des médecins qui vont prescrire un suivi avec une intraveineuse saline. Il y a une infirmière qui va venir à la maison et quelqu'un va les amener à une clinique où il va avoir une injection intraveineuse, une injection saline ou une transfusion pendant 1 heure, pendant 2-3 jours pour voir. Et les gens qui ont EM, SFC ont des volumes sanguins chroniquement faibles. Alors, ça aide à monter le volume sanguin. Et avec plusieurs patientes, mais pas tous, ça aide à atténuer l'apparence de leurs symptômes. Alors, il y a des chasseurs de virus là-bas. Puis pour moi, personnellement, parce que moi, je n'essaie pas d'évaluer la cause, j'essaie plutôt de déterminer de quelle manière on peut gérer ça, puis de quelle manière on peut obtenir les argents nécessaires pour soigner la personne, que les paiements voulus, que personne soit capable de le réfuter, puis que l'assurance invalidité paye, puis que
qui soient obligés de reconnaître qu'elle existe, cette maladie, et puis qu'on veut essayer d'établir de quelle manière est-ce qu'on peut tester et évaluer les patients sans leur donner des tests max. C'est pas personnel, mais moi, j'aime pas ça, rendre les gens malades, alors c'est sûr que j'aimerais mieux évaluer ces personnes-là autrement, mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Je dois obtenir mes versements. Ils savent dans quoi ils s'embarquent, l'assurance invalidité. Alors donc, il faut que c'est donc un test. D'après ce qu'elle disait auparavant, est-ce que vous avez constaté un lien entre des traumatismes et tout ça? Moi, je suis pas un médecin, je rencontre pas les patients là-dessus, puis j'ai pas vu ça n'a jamais été mentionné dans la littérature que j'ai examinée. Moi, je trouve que on constate qu'il y a un manque de sang. Alors, donc, dans le malaise post-effort, j'ai pas d'idée sur les problèmes de traumatisme dans les personnes que j'ai testées. Par contre, j'ai rarement entendu parler de quelqu'un qui avait J'entends pas du tout, alors bien sûr, vous pouvez pas, ça. Alors, la solution simple à ça, la réponse simple, c'est pas la réponse simple, c'est pas la solution simple. Il faut faire moins, il faut étaler les activités. Je sais que vous étiez là cet après-midi. Bâtir votre vie à vivre dans des cycles d'activité et de repos. Et toujours rouler de cette manière-là et de vous étendre et de dormir avec les yeux, ou en tout cas au moins vous reposer avec les yeux fermés. Alors c'est de rétablir la stabilité de votre tronc, que vous ayez moins de problèmes à vous déplacer grâce à à ce centrage-là que vous avez passé. La réponse courte, c'est de redéfinir votre journée de manière à bâtir vos cycles de récupération dans votre journée. C'est sûr que à ce moment-là, votre journée se ralentit, bien sûr, et vous en faites moins. Il y a d'autres conseils qui existent aussi pour améliorer et faciliter votre existence. Pour ceux qui doivent obtenir l'assurance invalidité, quelle est la meilleure façon de faire ça? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent passer les tests comme tels pour faire la démonstration? Est-ce que le test sur 2 jours, est-ce que c'est une des bonnes façons de se mériter l'assurance invalidité? Bon, c'est sûr que la personne va arriver souvent avec un test neurocognitif déjà. Alors, pour faire la démonstration qu'il y a des problèmes cognitifs, ils vont venir pour le protocole d'exercice de 2 jours. Alors, ils vont montrer peut-être des dysfonctions anatomiques. Alors, quelqu'un va leur prescrire de venir faire le test. J'ai testé des personnes qui voulaient savoir pour eux-mêmes seulement, parce qu'ils voulaient savoir pour leur stratégie de graduer. Alors, moi, je veux démontrer à ma famille que je suis malade. Ça vous en dit beaucoup sur la façon
de réagir à cette maladie de certaines personnes.